Il m'a dit face to face que votre Don Melo là, il travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Urgent. Écoutez cet internaute qui fait de graves révélations sur Don Melo. Apparemment, ce dernier serait un traître depuis très longtemps. Ce témoignage donne froid dans le dos. Gbagbo était entouré de ses ennemis. Écoutez, mais surtout aimez, commentez et abonnez-vous. La vie que nous vivons là, la paume là, c'est la terre ou bien le pays. Nous sommes tous du même pays, mais regarde les mains, les doigts là, ont différentes tailles, différentes formes. Ça veut dire quoi? Chacun a son habilité, chacun a son chose, comme on appelle ça même, sa vocation, mais on se retrouve sur la même main, sur la même paume qu'est le pays. Donc, on ne peut pas être tous pareils, on ne peut pas être tous le pouce, on ne peut pas être tous l'index, on ne peut pas être tous les mêmes. Donc, chacun doit jouer son rôle pleinement, sans regarder le rôle de l'autre. Un militaire doit être militaire jusqu'à la fin. Un vidéoman doit être vidéoman jusqu'à la fin, mais excellent dedans. Un truc comme on appelle ça même. Tout doit concourir à la résistance et à la victoire. C'est la même chose comme ce que le frère Isaac fait dans son rôle. Il joue pleinement son rôle en gardant la télévision allumée jusqu'à actuellement chez nous, au moment où il prend la parole, il est exactement 2h20 et Isaac est encore debout. Donc vous comprenez, donc c'est dit que dans cette révolution-là, dans la résistance, là, chacun a sa partition à jouer en fonction de sa qualité. Donc on ne doit même pas chercher à comprendre que non, on doit avoir un mot d'ordre ou bien quoi. Tout. Le mot d'ordre va venir, mais le mot d'ordre est déjà là. Mais chacun doit se dire que où il est là, il a déjà commencé la résistance et il doit faire ce qu'il doit faire jusqu'à ce que le mot d'ordre vienne. Mais tout se construit à l'unisson. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans la droite ligne de notre victoire et il faut comprendre que c'est ce que nous, on répète toujours à quiconque qui a les oreilles pour attendre. Il y a eu le témoignage du Mali, du Mali, où ça a commencé, après Burkina, après Niger et maintenant la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc nous, on ne peut pas dire qu'on aura droit à l'erreur. La Côte d'Ivoire n'est pas maudite. C'est pour vous dire quoi? Il y a d'autres qui disent que Alassane s'est tellement bien préparé, donc il est inattaquable. Il y a les cargos à chaque coin de rue, tout ça. Nous on dit que c'est faux. Au contraire, ça nous prouve qu'il est comme les dinosaures. Quand les dinosaures devaient disparaître à leur temps, ils ont fait du bruit. Mais aujourd'hui, est-ce que les dinosaures existent? Alors que c'était des mastodontes, donc des êtres humains étaient minuscules devant eux. Mais aujourd'hui, les êtres humains existent toujours, les dinosaures ont disparu. Tous les géants qui étaient avec les dinosaures, les Goliaths, tout ça, ils ont existé. C'est pour dire qu'Alassane, quand Dieu a décidé son temps, il n'est jamais plus fort que Comparé, il n'est jamais plus fort que Ibeka, il n'est jamais plus fort que Bazoum. Vous comprenez? Donc, c'est un leurre de penser qu'Alassane va passer ce cap-là et il va faire un quatrième mandat. C'est faux. On va le terrasser. Et on est dans cette victoire-là. Tous les signes sont de notre côté. Tout est de notre côté. Regardez, parce que les Ivoiriens, Dieu aime tellement les Ivoiriens. Il a bloqué toute la base arrière hier qui donnait la force à Alassane. Les Ivoiriens continuent à avoir peur. Regarde ce que Dieu est en train de faire maintenant. Vous leur montrer que Alassane c'est fini. Il est en train de faire tomber Macron. Tout de suite aujourd'hui Macron va tomber. Vous comprenez comment Dieu, tellement que les Ivoiriens fatiguent Dieu, il dit bon, maintenant vous dites que c'est Macron qui le supporte, non? C'est à cause de Macron, il est là, non? Bon, Macron là, je vais l'enlever, maintenant vous dites quoi? Donc, nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Il est en train de faire ce qu'on appelle le poker menteur. Il est en train de jouer sa dernière carte. L'histoire de dire que il y a un intervenant qui avait dit une bonne chose, que le 9 là, eux tous ils tremblaient. Le 9 quand nous sommes sortis là, eux tous ils tremblaient. Si on était restés là, ils allaient fuir. Mais souvent, quand c'est trop facile comme ça, les gens ne vont pas comprendre l'importance de la victoire. C'est pourquoi que Dieu a fait perdurer ça jusqu'à aujourd'hui, pour que ça soit plus spectaculaire. Au moment où eux, ils pensent qu'ils sont plus forts que Dieu, c'est là que Dieu va démontrer qu'ils ne sont rien hier, aujourd'hui et demain. Et la Côte d'Ivoire va prendre la victoire, mais avec la gloire de Dieu au devant, puisque c'est ça, toute la Côte d'Ivoire qui va sortir et ils vont sentir l'effet d'une victoire arrachée au prix du combat. Donc c'est à ça que nous sommes arrivés, mais ça sera une victoire spectaculaire parce que on va du coup d'une seule pierre frapper tous les ennemis de l'Afrique. Comparé là-bas, vous savez que c'est lui, le tueur de Thomas Sankara. Donc Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour qu'il soit puni. Un truc comme on appelle ça Ibeka, les gens de Ibeka, les héritiers de Ibeka sont là-bas, les héritiers de Bazoum sont là-bas. C'est ceux qui ont fait du mal à l'Afrique et Dieu a choisi sa terre bénite pour que eux là, le sang de tous les Africains, ils aient à répondre à ce sang-là. Ce sang-là va les frapper en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas échouer. Vous comprenez? On ne peut pas échouer. Et parce que, comme je dis, on a déjà connu 3 témoignages. Il y a eu le témoignage du Mali, il y a eu le témoignage du Burkina, le témoignage du Niger. La Côte d'Ivoire n'est pas maudite. Vous comprenez? Donc ce 4e témoignage aura lieu. Vous voyez, frère Isaac, tout ce que nous sommes en affaire là, c'est l'apothéose. Donc nous combattons dans la victoire. Jamais Alassane Dramane Ouattara a connu plan B. Ça, je réponds maintenant à tous ceux qui parlent du plan B là. Alassane Dramane Ouattara n'est pas plus être humain que Babo, que le guide Babo, n'est pas plus être humain que truc comme on appelle ça même. Tidiam Tian, il n'est pas plus être humain que Sorogium. Vous comprenez? Pour qu'on dise que truc comme on appelle ça, lui, il peut avoir les autres peuvent avoir plan B, mais lui, jamais plan B. Alassane Ouattara, quand il est venu en tant que technocrate, il n'était point question qu'il soit mêlé dans la politique ivoirienne. Plus les gens du PDC ont bien dit au fouet, mais nous on a des économistes ici. Plus que ça, on a des qualités supérieures que ça. Toutes ces vidéos-là, nous on a ça. Il faut leur faire comprendre que, comme ce que Babo nous disait, la scène, il a eu un médicament qui a mais on a accepté ça comme ça. Il est venu, il va jamais se mettre dans la politique. Et ça, c'est au lendemain de ça que Oufoué a changé l'article pour dire que c'est le président de l'Assemblée qui le succède et il a nommé le président Henri Konan Bédié là-bas à l'Assemblée qu'il s'assoit clair dès le départ. Mais Alassane de sorcier avec... L'article 35 de la Constitution de 1959, la première Constitution de la Côte d'Ivoire.
Voilà, pour que ça soit clair. Et c'est ça qui a calmé l'ardeur au PDC et ils ont laissé Alassane. Vous voyez? Mais ils n'ont jamais accepté ça au début parce qu'ils savaient déjà que Alassane était un bandit. Parce que Bédié le connaissait depuis là-bas, depuis Pennsylvanie. Il venait manger dans la cuisine de Bédié. Vous voyez? Donc c'est comme moi ici, là, à Londres, depuis quelqu'un que je connais ici. Ils ont dit que lui, le pays voyait comment. Ça ne peut pas marcher. Donc c'était pareil. Donc déjà, lui, il était déjà bandit. Il n'était pas là pour respecter la loi. Et c'est quoi que il a dit quoi quand il est venu? Il dit que non. Lui, il était Premier ministre et il était président par intérim. Parce que lui savait qu'à partir de 90, il avait déjà donné sa fiole là au fouet. Dans les 3 ans là, c'est lui qui était en train de gérer la Côte d'Ivoire. Donc lui, quand lui, il était président par intérim, on ne voulait pas que quelqu'un d'une telle ossature soit président. Que c'est une injustice. Mais à cause de lui seul, il n'a pas dit, il y a plan B. On a dû changer notre constitution pour dire qu'on enlevait le « et » pour mettre « où ». Donc aujourd'hui, tiens, pourquoi on peut demander à des autochtones d'avoir plan B? Vous comprenez? Nous, en 2022, quand nous sommes arrivés après les sanctions contre le Mali, en mai 2022, quand nous sommes arrivés au Mali, moi j'étais parmi les premiers panafricanistes qui sont partis au chevet du Mali. Quand on est arrivé là-bas, hein, dans le bureau du ministre Ouagué, ministre de l'intégration, face to face, dès que j'ai introduit Don Melo et tout, lui il m'a dit comme ça devant tout. Il y avait 4 témoins, et plus moi ça faisait 5, des gens avec lesquels j'étais. Il m'a dit face to face que votre Don Melo là, il travaille pour Alassane Ouattara. Je te parle de 2022, moi j'ai reporté ça à Don Melo lui-même. Il a dit, mais moi le ministre là, il m'a dit que tu mais monsieur Don Melo était présent à la réunion ou vous lui avez fait le rapport après? Je lui ai fait le rapport après. Il n'était pas présent à la réunion. Moi j'étais parti là-bas. Je voulais, on venait de nommer Don Melo en tant que représentant de l'Alliance BRICS, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà. Donc, mais lui, il a dit quoi? Il dit que lui, pour que sa mission, lui en tout cas, il veut donner la primauté au Mali. Vous voyez, le Mali venait de faire sa révolution là. Donc, il veut donner la primauté au Mali. Mais comme, quand tu vas présenter une alternative monétaire, c'est que tu viens à l'encontre de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, c'est l'Amérique. Donc, il faut comprendre que les Yankees là, c'est le cowboy. Donc, la boulette n'est pas loin. Voilà. Donc, il faut que ça soit Assimi qui l'invite. Sinon, il ne peut pas venir invité par le Premier ministre, ou bien par un ministre, ou bien truc. Il faudrait que ça soit le président ou des raisons sécuritaires. Donc, moi, je me suis dit que voilà, donc il faut que j'introduise ça au ministre, comme ça que ça arrive au président, et puis que l'invitation soit faite. Donc, mais derrière, j'avais déjà déposé la lettre de demande d'invitation là au cabinet du président. Voilà, au camp militaire que tu connais là-bas où ils sont là. En bas de Kati là. Oui, au camp de Kati. Voilà, au camp de Kati. Voilà, voilà, il s'est déposé ça à son secrétariat, et un général là-bas. Donc, il avait accusé de réception, tout ça là. J'ai envoyé la copie à Don Melo. Donc, le truc comme on appelle ça. Donc, sur place là, j'ai dit que voilà la situation. Certes, nous, on est venu faire la promotion de l'entrepreneuriat populaire, mais il y a une autre alternative qui est les BRICS. Et c'est bien tombé parce que le camarade du parti, Don Melo, a été nommé, fraîchement nommé, représentant de l'Alliance. Alliance, c'est une agence qui travaille avec la banque BRICS, qui s'occupe de tous les pays qui sont en dehors des BRICS. Parce que les BRICS là, c'est le Brésil, Russie, Inde et Chine, Afrique du Sud. Voilà. Maintenant, l'Alliance là, tous les pays qui ne sont pas membres, c'est l'agence qui s'occupe, donc qui est ce qu'on appelle le lien entre ces pays-là et les BRICS. Donc c'est ce qu'on appelle l'Alliance BRICS là. C'est là il a été nommé directeur de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais il voudrait commencer à vous donner la primauté de son truc, comme on appelle ça même, ses activités, en commençant ici au Mali, et du Mali de la partie au Burkina, et ainsi de suite. Mais il voudrait que ça soit ici, ça commence. Donc c'est comment? Mais lui, il a dit clairement, je parle de 2022. Et c'est maintenant que je fais le lien, tout ça, je comprends ce qui se passe. Tu vois? Vous étiez en somme étonné que le ministre malien vous dise comme ça directement que M. Don Melo travaille pour Alassane Ouattara. Bien sûr, j'étais étonné, j'étais choqué. Et je me suis même discuté avec mes autres collègues là, que ce ministre-là, c'est un ministre qui est chivré, que jamais les Russes vont accepter de travailler avec quelqu'un qui travaille à Alassane. Alors que quand je fais le lien, pourquoi est-ce que Alpha Condé, tout ça l'a regardé le ministre camarade du parti, ancien camarade du parti, je comprends que Alpha Condé, qui était le frère jumeau de Alassane, était en bon terme avec le ministre. C'est sûr que la communication passait entre eux. Donc il y a longtemps qu'ils étaient ensemble. C'est maintenant que je comprends tous les compartiments. Et je comprends la froideur qu'il a eue au téléphone quand je lui ai annoncé que voilà ce que le ministre dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? À l'époque, vous m'aviez dit que vous étiez au Mali dans une mission avec le ministre Awa Don Melo, si je ne me trompe pas. Je vous ai vu, je pense même en photo ensemble, à Bamako. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez rapporté cela? Non, le ministre n'était pas là-bas. Mais moi, j'étais en train de négocier sa venue, en fait, auprès des autorités. J'étais avec les... La photo que tu m'as vue, c'était avec le premier ministre que tu m'avais vu. Oui, du Mali. Avec voilà, monsieur... Voilà, Choguel Maïga. Voilà. Oui. Voilà, c'est avec lui que tu m'as vu. Voilà. Donc, c'est dans ces locaux que j'étais. Parce que tout ça, je faisais les courses justement pour introduire, donc, pour que Don Melo vienne là-bas aussi. En même temps que je faisais la promotion de l'entrepreneuriat populaire. L'entrepreneuriat populaire pour ne pas qu'ils aillent emprunter l'argent, par exemple, à la Banque mondiale et tout ça. C'est le même système que Ibrahim Traoré utilise actuellement. Bref, j'ai fait cette parenthèse pour revenir au ministre Don Melo. Donc, la froideur qu'il a eu au téléphone, ça dit qu'il a pris du temps avant de répondre.
Donc c'est comme s'il s'est senti démasqué. Et c'est maintenant que je vois ça. Parce que c'est les événements de 2022 qu'il raconte là. Mais vous avez eu le temps au moins d'échanger en personne. Quand vous l'avez croisé en personne, vous avez ramené ce problème sur la table pour dire, écoutez, les autorités maliennes se méfient de vous, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Nous sommes à une heure un peu tardive de la nuit, mais ce que vous dites est très très important. Et quand vous l'avez croisé en personne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de relancer le dossier, relancer la question? Non, parce que M. Wadé, c'est quand même, c'est pas n'importe qui dans le gouvernement malien, le gouvernement du président Assimi Goïta. C'est quelqu'un qui est chargé de la réconciliation nationale. Et c'est un homme qui est très proche aussi de la Russie. Donc, s'il vous dit cela, ça veut dire que peut-être la Russie était au courant que M. Don Melo travaillait pour M. Alassane Ouattara. Alors, pourquoi, dans ce cas, ils ont accepté de le garder dans cette alliance des BRICS? Et c'est pourquoi que c'est maintenant que je comprends tout. En fait, quand je suis allé plus loin dans mes réflexions dans ces derniers temps, je me suis dit que la Russie le garde exprès pour aussi anticiper sur les pas de l'ennemi. Parce que sûrement qu'il écoute, il voit qu'il le suit dans toutes ses démarches. Parce que maintenant, je me rappelle qu'il allait voir ses enfants à Abidjan, tout ça. Alors qu'il était censé être à l'exil. Je me rappelle que souvent je l'appelais, il disait non, mais en 2022, il n'était plus en exil. Je pense que quand le président Gbagbo est rentré, ils sont tous rentrés. Bon, M. Don Melo, il est le beau-frère, il a marié la sœur aînée de l'ex-ministre de la Rébellion, Roger Banchi. Roger Banchi, sa sœur, j'ai oublié le nom, mais c'est une Banchi aussi qui a fait l'INP à Yamsoko, qui travaille dans une grande entreprise à Abidjan. Donc, elle n'est jamais allée en exil. Elle n'a pas suivi son mari en exil. Donc, M. Don Melo était d'abord en Guinée équatoriale, ensuite en Guinée-Conakry, où il travaillait avec M. Alpha Condé. Bon, Mme Don Melo est resté à Abidjan. Donc vous dites qu'il partait voir sa famille. Quand il était en Guinée, on lui permettait de passer. Toi, tu es un initié. Isaac, toi, tu comprends ça. Toi, tu es un initié. Je ne le dis pas pour toi. Il y a eu d'autres arguments avec d'autres personnes qui ne sont pas au courant. D'autres personnes même qui vont jusqu'à écrire même que Don Melo n'est jamais parti au pays là-bas voir ses enfants, tout ça. Qu'est-ce que moi j'en dis de tout ça là, que faut pas, on va accuser les gens pour ne rien. Tout ça, que lui-même, il n'allait pas voir ses parents, il était en exil. C'est pour eux là que je réponds, c'est pas pour toi. Toi, tu es un initié, toi, oui. Mais il faut donner des éléments. Il faut donner des éléments pour qu'on puisse tous. Bon, je crois que le nombre de personnes va crescendo lorsque vous avez abordé cette question. Bon, vous dites qu'il allait à Abidjan. Je sais que sa femme était à Abidjan, je la connais. Et je vais même peut-être sortir sa photo si c'est nécessaire. Elle n'est jamais allée en exil. Passons ce côté-là. Voilà, passons ce côté-là, parce que je le disais pour d'autres personnes qui avaient envoyé ça comme argument. Donc, tu as déjà répondu, passons ce côté-là. Maintenant, l'autre côté, c'était quoi? C'était que les leaders d'Akwasi étaient au Togo. Alassane Dramane Ouattara a usé de tous les moyens pour les faire rapatrier. Alors que nous savons que, comme on appelle ça, son frère jumeau, Alpha Condé, peut, avec un cliquement de doigts comme ça d'Alassane Ouattara, ramener l'homme en question. Si lui, il était contre la personne, s'il voulait forcément, puisque le camarade était numéro 2, voilà, en tant que numéro 2, s'il voulait le punir comme il a puni les leaders d'Akwasi, tout, je suis en train de dire que la complicité date de longtemps, en fait. Est-ce que tu vois un peu le système? Mais il était porte-parole. Il était porte-parole du président Gbagbo dans le dernier gouvernement, ministre des Infrastructures économiques et porte-parole. Donc il était au fait, au parfum de tout ce qui se décidait dans le bunker du président Gbagbo. Donc il y a beaucoup d'implications. Si Alassane voulait le faire rapatrier de chez Alpha Condé, Alassane allait utiliser tous les mêmes moyens qu'il utilise même pour aller chercher des cyberartifices en Mauritanie. Est-ce que tu comprends pas ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une autre face. C'est que s'il était porte-parole, ce que vous dites est grave. Ça veut dire qu'il pouvait déjà être en lien, on appelle ça en intelligence avec l'ennemi, peut-être la France, peut-être le pouvoir Ouattara, et il donnait des informations de l'intérieur du bunker. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que vous venez de dire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Quand je fais la réflexion aujourd'hui, là, je suis un homme très maîtrisé qui est en train de parler. Depuis là, je me suis tué dessus, que je suis en train de me dévoiler comme ça, dans ton truc, dans l'émission que je fais. C'est une réflexion de ouf que j'ai faite jusqu'à ce que même ma tête voulait exploser. Depuis que je suis en train de cogiter, ça fait combien de mois que je suis dessus? Et je défile en aiguille jusqu'à ce qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il lui, les candidats, de façon subite, et chose comme on appelle ça même, laisse Mme Gbagbo est candidat. On voit clairement le schéma qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, tout ce que mes appréhensions, que les gens disaient, tout ce que j'apprenais d'ici et là, savaient maintenant que c'était vrai. Qu'il y avait vraiment anguille sur roche, que tout était préparé, qu'il jouait dans le camp adverse. C'est même chose comme quand Bakongo dit que Blé Goudé, il est avec nous dans le sens figuré, comme dans le sens propre. Il est clair que maintenant, on sent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Que c'est pas de la blague, c'est de la réalité. Et c'est en ce sens que je vais visiter l'argument que j'étais en train de citer, que si il était vraiment un obstacle pour Alassane allait user de tous les moyens comme il a usé pour faire venir du Togo. Il allait chercher Lida Kwasi. Et il allait chercher au Maroc le cyberactiviste. Il allait user de même moyens parce que quand lui, qui est vraiment quelqu'un qui, lui, est chose comme on appelle ça même menaçant, il fait comme ce qu'il est en train de faire à Johnny Pacheco actuellement en Finlande. Il use de tous les moyens. Pourquoi il n'a pas fait avec son frère jumeau Alpha Condé? Alors qu'il n'avait qu'à demander son Alpha Condé allait emmener dans un emballage d'or bien emballé là, chose comme on appelle ça, le camarade du parti. Mais le camarade du parti n'a jamais été inquiété. Et le jour où on fait le coup d'état à Alpha Condé, ce jour-là, subitement, c'est le seul qui se retrouve en Russie. Donc, de fil en aiguille, je commence l'observateur que je suis et qui sait bien coller les choses et lire entre les lignes, je comprends que la complicité n'est pas d'aujourd'hui.
Je vois. Suite du Mali, la suite. Quand le ministre vous dit ça, vous transmettez à M. Don-Melo, mais après vous le croisez en personne. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, vous lui avez déjà dit au téléphone. Attends, Isaac, j'ai pas croisé Don-Melo en personne. Voilà. Moi, ça fait 25 ans que je suis pas parti en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, lui il est à Moscou, ou bien il est à Abidjan. Voilà, il est à Abidjan et vous étiez à Bamako, donc vous l'appelez. Voilà, depuis Bamako, vous lui dites, le ministre malien dit, vous travaillez pour Alassane Ouattara. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Don-Melo, à l'instant, quand vous lui dites ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il vous répond? Beaucoup d'hésitation. Ça dit que c'est un choc là. Donc, on est au téléphone. Bon, un peu coupé, mais ça va venir. Voilà, si tu peux, il faut te déplacer un peu à bout parce que c'est important. Bon,